Avec les Moho Talks, nous voulons mettre en avant toujours plus de collectifs extraordinaires. Si vous aimez cette idée, vous pouvez nous soutenir en donnant davantage de visibilité à nos contenus sur YouTube. Il vous suffit de cliquer sur le pouce, de vous abonner à la chaîne, de commenter la vidéo, de la partager dans vos réseaux. Et si vous avez des idées de conférences sur des collectifs extraordinaires, alors dites-le nous simplement dans les commentaires. Sur ce, bonne conférence à toutes et à tous. François Gémen. Anna. Merci beaucoup, bonsoir. Vous allez bien? Vous êtes courageux de venir? En nombre en plus. Regardez, je prends la pose de l'affiche. On va attendre que les gens se placent encore un peu. Puis on va baisser la lumière. D'abord, je voudrais vous remercier. Alors pour les fidèles, merci de nous rejoindre pour ce nouveau Moho Talk. Le dernier est donc il y a quelques temps déjà avec Claudie Aigneret. On est toujours sur les sujets du rapport au l'autre et du rapport au vivant. Et pour ce Moho Talk en particulier, on a invité François Gémen, que vous connaissez. Je ne dresse pas toute sa biographie. Je pourrais dire que c'est donc un politologue, spécialiste des questions migratoires. Vous avez contribué aux différents rapports du GIEC. Vous avez une connaissance très large des sujets du climat et de l'effondrement de tout ce qu'on va pouvoir aborder ce soir. Et vous êtes également auteur d'un livre qui s'appelle « L'écologie n'est pas un consensus » et que je vous invite fortement à lire. Il est très riche d'enseignements. Quand on a préparé cette conférence, j'ai regardé s'il y avait des citations, des mots qui pouvaient résumer tout ce qu'on se dira ce soir. Et il y en a une en particulier qui m'a touché, qui est une citation d'Albert Camus, et qui dit « Être un homme, c'est savoir s'empêcher ». Et par rapport à l'actualité, par rapport aux chiffres que l'on voit tous les jours dans la presse, par rapport aux mots qui ressortent, comme les termes de décroissance, de surconsommation, je me dis que c'est peut-être là que l'effort humain doit se placer et qu'on a bel espoir, si on a cette intelligence de s'empêcher, de donner à nos enfants un monde qui soit peut-être pas meilleur, mais je l'espère aussi bien que celui sur lequel nous avons la chance de vivre aujourd'hui. En mieux, j'espère, parce que si on prend les chiffres sur la biodiversité en particulier, en mieux, j'espère. Le premier exercice, alors pour le format, je vous rappelle, on va avec Anna, on va dresser un certain nombre de questions. L'idée, c'est que ce soit un échange le plus riche possible. Et puis, au milieu de l'intervention, on vous donnera la main. On fera différemment des autres fois. On vous donnera la main pour un certain nombre de questions-réponses qui vont être un peu frustrantes parce qu'on va vous laisser un quart d'heure pour rembarquer ensuite sur la conférence et puis avoir un ensemble d'échanges avec vous sur la fin de la conférence. On vous libère à 21h. Et puis voilà. Ici, il y a un petit exercice nouveau aussi, c'est qu'on a préparé quelques images pour commencer, et on va les projeter. Et puis je vais demander à François de réagir dessus. Vous avez des questions? Tout va bien? Vous êtes apaisé? Alors allons-y. Merci déjà encore. Mais merci pour l'invitation et puis merci à tout le monde d'être là. En ce jour quand même un peu particulier. Un peu particulier. On a géré plusieurs trains, plusieurs plans B. Alors, allons-y. Alors, attendez. Hop, on va commencer par celle-ci. Est-ce que vous connaissez? Je connais le film. Je connais l'homme dont la vie est racontée dans le film. Mais un de mes grands regrets, c'est de ne jamais l'avoir rencontré. Il était déjà retraité. Puis je ne sais pas comment ça se fait. J'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Et donc je ne le connais en fait. Je le connais évidemment à travers ses travaux, puisqu'on parle de Claude Lorius. Je le connais aussi à travers ce film qui, je trouve, est un très très bel hommage qu'il lui a rendu. Absolument. Donc Claude Lorius nous a quittés aujourd'hui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est certainement l'une des personnes, c'est un scientifique, un explorateur, et c'était l'un des premiers à associer l'idée de réchauffement climatique avec celle de l'activité humaine. Un magnifique film a été fait, La glace et le ciel, qui a été réalisé par Luc Jacquet, qui avait fait La marche de l'empereur,
Je pense que vu l'actualité, on va le voir à la télé. Et je vous invite très fortement, très très fortement à regarder ce film qui est absolument sublime. Qu'est-ce que c'est? Un insecte. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça me parle évidemment de l'infiniment petit. Ça me parle aussi de la question de la biodiversité, de l'effondrement du nombre d'individus par espèce. Et je crois que c'est important, quand on parle de biodiversité, c'est que les gens s'imaginent toujours que ce sont des espèces en danger. Alors il y a bien sûr des espèces en danger, mais aujourd'hui, vraiment, la question de l'effondrement de la biodiversité, ça se joue plus au niveau du nombre d'individus par espèce. Et le cas des insectes est emblématique. Puis ça me fait penser aussi à la question des impacts sanitaires du changement climatique et du fait que, comme les insectes qui transmettent aussi toute une série de maladies infectieuses, comme Zika, comme la malaria, comme le chikungunya ou comme la maladie de Lyme, on a aujourd'hui une distribution spatiale complètement différente de ces maladies, qui explique notamment la recrudescence de maladies comme la maladie de Lyme en Europe, ou une distribution géographique différente de la malaria, par exemple. Ça, c'est une assez vieille œuvre, enfin assez vieille, qui doit dater d'il y a une dizaine d'années, et qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Politicians Discussing Global Warming, les politiciens qui discutent du changement climatique. Ça n'a pas été préparé, hein, je précise. Il découvre les photos. Et par contre, je suis affreusement désolé, mais je ne me rappelle plus du nom de l'artiste. Mais c'est extraordinairement, quelque part, un peu puissant. Parce que je pense qu'il y a évidemment une métaphore de l'époque, il y a une métaphore de notre impuissance et de notre incapacité véritablement face à un phénomène qui nous dépasse. Et il y a quand même cette idée très forte de l'importance d'être ensemble et de la nécessité de la coopération, mais face aussi à quelque chose qui aujourd'hui nous dépasse complètement. C'est une œuvre que je trouve très, très, très forte, et que j'ai jamais vue qu'en photo. Je ne l'ai jamais vue en vrai. Elle a été exposée à un moment à Nantes, je crois. C'est une grande question, la question de l'intelligence artificielle, la question de la robotique, du transhumanisme. C'est une question fondamentale parce que d'une part, on sent bien que c'est quelque chose qui va tout bouleverser et que ça va être sans doute une révolution comparable à celle d'Internet et que toute une série de métiers, toute une série d'activités vont être complètement transformées par l'intelligence artificielle et qu'un des métiers qui va être évidemment transformé par l'intelligence artificielle, c'est le métier de chercheur, c'est le métier d'enseignant. Et ça va nous demander une grande forme d'humilité, de nous demander qu'est-ce qu'au fond, une intelligence artificielle ferait mieux qu'une intelligence humaine. Il y a déjà aujourd'hui beaucoup de tâches qui sont mieux réalisées par une intelligence artificielle que par une intelligence humaine. La question de la reconnaissance du langage, par exemple. Et c'est une question qui va se poser très directement au moment où on termine pour le moment le sixième cycle d'évaluation du GIEC. En juillet va s'ouvrir le 7e cycle. Et la question que j'aimerais qu'on se pose, je ne suis pas sûr qu'on va se la poser, mais j'aimerais qu'on se la pose, c'est la question de se dire, est-ce qu'au fond, les rapports du GIEC ne seraient pas mieux réalisés par une intelligence artificielle plutôt que par des scientifiques ? Parce qu'au fond, dans les rapports du GIEC, il n'y a aucune recherche nouvelle. C'est juste une synthèse aussi rigoureuse que possible de l'ensemble de la littérature publiée sur le changement climatique. Très vraisemblablement, une intelligence artificielle ferait ça beaucoup mieux que nous, ferait ça de façon beaucoup plus rapide, de façon beaucoup plus rigoureuse. Mais ça pose aussi question sur la légitimité et sur l'autorité scientifique. Est-ce que le GIEC, qui a acquis une certaine forme d'autorité scientifique, notamment par ses processus de validation des rapports très sophistiqués, par le très grand nombre de scientifiques qu'il rassemblait, est-ce qu'un rapport du GIEC rédigé par une intelligence artificielle
aurait la même légitimité scientifique? Est-ce qu'il serait meilleur? Est-ce qu'il convaincrait davantage des décideurs ou potentiellement des climato-sceptiques qui diraient que le GIEC est un organisme politisé? Je trouve que c'est vraiment une grande question fondamentale et j'ai peur qu'on se la pose trop tard. Ah, Calvin et Hobbes de Bill Watterson. Alors, j'ai même pas lu les cases. Alors, je vous le traduis en français pour. Donc, je vais d'abord le lire en anglais pour ma tête. Sometimes I think the surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is that none of it has tried to contact us. Merci pour mon accent franc-anglais. Parfois, je me dis que le plus grand signe d'intelligence, c'est que personne dans l'univers n'est venu essayer d'entrer en contact avec nous. Et la deuxième la photo que vous voyez, c'est I wonder if you can refuse to inherit the world. I think if you're born, it's too late. Je me demande si tu peux refuser de ne pas hériter du monde. Et en fait, je pense que c'est trop tard. C'est une bande dessinée d'une poésie incroyable. L'histoire, c'est l'histoire d'un petit garçon, Calvin, qui doit avoir autour d'une dizaine d'années et qui est un ours en peluche, Hobbes. Et en fait, cet ours en peluche s'anime et commence à parler dès qu'il est seul avec lui. Et puis dès que les parents de Calvin entrent dans la pièce, cet ours en peluche redevient une peluche. Et il y a toute une série de réflexions très candides, mais en fait d'une grande sagesse et d'une grande philosophie. Et c'est un tour de force parce que Calvin et Hobbes, ce sont vraiment des comic strips à l'américaine. Donc c'est vraiment une bande qui est publiée dans les journaux américains. Et en fait, les recueils de ces bandes dégagent une certaine forme de très grande cohérence dans cette œuvre. C'est vraiment une bande dessinée majeure, Calvin et Hobbes. Et sur ce qu'ils disent, vous y sur ce qu'ils disent, il y a effectivement beaucoup de vrai là-dedans. Et il y a, je trouve, une sorte de grande inquiétude aujourd'hui dans la jeunesse, et qui est quelque part assez prémonitoire, parce que Calvin et Hobbes, enfin je ne sais pas exactement de quand datent ces deux cases précisément, mais ça doit bien dater d'il y a une vingtaine d'années facilement. Et c'est des propos qui font écho, je trouve, à des inquiétudes qui traversent la jeunesse aujourd'hui et qui sont parfaitement compréhensibles, mais c'est quelque chose qui, moi, en tant que parent, en tant qu'enseignant, m'inquiète beaucoup, effectivement, de voir un peu cette idée qu'ont beaucoup de jeunes aujourd'hui que leur vie ne sera pas meilleure que celle de leurs parents. Et c'est quelque part une sorte de défaite du progrès. Et la grande question aujourd'hui de la lutte contre le changement climatique, c'est comment est-ce que nous pouvons imaginer un projet, c'est-à-dire nous projeter vers une idée du progrès où la vie des bébés qui naissent à Caen aujourd'hui sera meilleure que celle de leurs parents. Et pour moi, c'est l'idée même de progrès. Et pour finir, une dernière photo, peut-être la plus puissante. C'est une photo qui m'évoque évidemment une des premières photos de la Terre qui était prise au moment des premiers pas de l'homme sur la Lune, et au moment où Armstrong et Aldrin marchent sur la Lune, ils font aussi quelques photos. Et une des photos les plus célèbres qu'ils vont prendre, c'est évidemment une photo de la Terre prise depuis la Lune, et ça semble évidemment assez logique de photographier la Terre prise depuis la Lune. Et aujourd'hui, on est très habitué à voir des photos aériennes de la Terre, et on sait à quoi la Terre ressemble. À l'époque, on est en 69, on était encore assez peu habitué à ces photographies de la Terre prise depuis l'espace. Et donc, ce que voient les gens, c'est un minuscule point bleu au milieu d'un océan de noir. Et c'est une photo qui a énormément contribué à une forme de prise de conscience écologique du fait que, quelque part, il n'y avait pas d'autre endroit où aller dans l'univers, et du fait que nous étions sur une planète ridiculement petite à l'égard de l'immensité qui était autour. Absolument. Et ça, pour ceux qui ont assisté à la conférence de Claudia Agnery, il y a même un phénomène qui s'appelle l'overview effect. Merci Anna. L'overview effect, qui est cette prise de conscience dont vous parlez,
qu'on est infiniment petit dans un monde, enfin dans un univers infiniment grand et finalement assez seul. Et c'est assez vraiment une fragile. faute qui marque une sorte de tournant et une sorte de sortie de l'insouciance et d'une décennie des années 60 qui était une décennie de progrès, de croissance, tant économique que démographique continue, et où on va avoir évidemment le rapport du Club de Rome qui arrive en 72, le premier choc pétrolier de 73 qui sonne un peu comme une confirmation empirique des constats posés dans le rapport du Club de Rome sur les limites de la croissance, et puis surtout la séparation des Beatles, qui marque un peu quelque part la fin d'une époque, la fin d'une certaine forme d'insouciance. Et je sais qu'aujourd'hui, on aime bien se raconter l'histoire que si les Beatles se sont séparés, c'est à cause de la méchante Yoko Ono qui est éloignée de John Lennon, de McCartney. Mais en fait, je crois que si les Beatles se séparent, c'est parce qu'ils sentent profondément la fin d'une époque, une sorte de fin de la récréation, une sorte de fin de l'insouciance, et qu'ils sentent que leur musique, qui est une musique légère et enjouée, en fait ne correspond plus à l'époque. Et c'est très clair quand on regarde leur discographie, qui commence avec des chansons très légères et très naïves comme Love Me Do ou I Wanna Hold Your Hand, et qui en fait s'achèvent sur des chansons beaucoup plus sombres comme The Long and Winding Road ou Let It Be, et qui en fait posent déjà, en fait, à mon avis, les dernières chansons des Beatles posent déjà le constat de la crise écologique qui arrive. Et c'est pour ça qu'ils se séparent. Merci de vous être prêté à ce petit jeu. Comment je fais? Je laisse la terre derrière ou je peux laisser la terre derrière si vous le souhaitez. À vous la régie, vous faites ce que vous voulez. Rentrons dans le vif du sujet. Ce qui est beau aussi sur cette photo, sur cet angle particulier, c'est qu'on voit deux des endroits où tout se joue en matière de changement climatique. On voit d'abord l'Antarctique et on voit l'Arabie Saoudite. Et en fait, ce qui est terrible, c'est de penser que ce qui se passe en Arabie Saoudite a un impact quasi immédiat sur l'Antarctique. Et donc, ça nous donne aussi à penser que nous n'avons jamais été aussi profondément reliés les uns aux autres, aussi unis par une communauté de destin, et plus nous prenons conscience de ces liens extraordinaires et indéfectibles qui nous lient les uns aux autres, plus nous avons des velléités d'indépendance, de souveraineté et d'autonomie. Il y a un fameux paradoxe là-dedans. Dans votre livre, vous parlez de l'importance de l'universalisme, justement. Ah, petite... La régie a décidé que... La régie a décidé que ce serait... La terre, the earth is over. Et donc, vous parlez de cet universalisme nécessaire. Et ma première question, elle est de dire, est-ce que... faudrait qu'on dresse quand même un portrait de l'ensemble, mais elle est très naïve, la question, c'est une question d'enfant, c'est est-ce qu'on va s'en sortir, finalement? Le problème, c'est le « on ». Bien sûr que nous trois, on va s'en sortir. Bien sûr que vous tous qui êtes dans la salle, si vous avez suffisamment de capital culturel que pour venir assister à une conférence à Caen un soir de semaine, bien sûr que vous allez vous en sortir. La question, c'est en fait, qui va s'en sortir? Et la question, c'est est-ce que les plus vulnérables vont aussi s'en sortir? Et c'est vraiment une question, quelque part, qui nous pose la question de notre responsabilité vis-à-vis de ceux que nous ne connaissons pas, parce qu'ils habitent dans des pays qu'on ne visitera jamais, parce qu'ils font partie des générations futures et que donc ils ne sont pas encore nés. Et donc, si nous avons la capacité et quelque part le luxe intellectuel de nous poser la question de savoir si on va s'en sortir, c'est que oui, nous qui nous posons la question, nous allons d'en sortir. Ceux qui n'ont pas le luxe de se poser la question et de discourir sur la question, là par contre, eux ne vont peut-être pas s'en sortir. Et c'est vis-à-vis d'eux que nous avons une responsabilité. Et c'est pour ça que c'est très important dans le discours sur le changement climatique d'aller au-delà de nous-mêmes. Parce qu'on ne le fait pas pour soi, on le fait pour les autres. Et si on ne le fait pas pour les autres, il n'y a aucune chance qu'on le fasse véritablement parce qu'on cherchera juste à sauver ses fesses. Et globalement, pour nous tous dans la salle, ça va à peu près bien se passer. C'est difficile à dire et parfois on a un discours un peu catastrophiste sur le changement climatique, mais pour nous qui sommes dans la salle, le changement climatique, ça va surtout être quelques désagréments, quelques activités qu'on va devoir réorganiser différemment, quelques habitudes à changer. Ce n'est pas une question de vie et de mort pour nous. Mais pour d'autres,
pour ceux qui n'ont pas le loisir de se poser cette question, c'est une question de vie et de mort. Et vous parlez géographiquement, mais on peut parler aussi générationnellement. On peut parler générationnellement et on peut parler à l'intérieur d'une société en termes de classe sociale. Je crois que sur ce point, justement, on va bifurquer sur la politique. Je crois que Anna, tu avais une question sur la politique. Oui, alors j'avais plusieurs questions. Est-ce que, donc là, c'est très intéressant ce qu'on évoque. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer les conséquences migratoires du réchauffement climatique, les enjeux et puis les perspectives? Et dans un second temps, comment on pourrait mettre en place une coopération internationale pour aider ces réfugiés climatiques? On a volontiers tendance à parler aujourd'hui des réfugiés climatiques, je mets le mot entre guillemets parce qu'il n'a pas de signification légale. On a volontiers tendance à en parler comme d'un risque futur qu'on pourrait encore éviter en réduisant substantiellement nos émissions de gaz à effet de serre. La réalité, c'est que c'est déjà une réalité présente qui se manifeste en particulier sous deux aspects. D'abord, il y a des millions de gens qui sont déplacés par des catastrophes liées au changement climatique, par des inondations, par des tempêtes, par des sécheresses, par des incendies. Si on n'a pas encore les chiffres pour 2022, on les a généralement vers avril. Si on prend les chiffres de 2021, on a à peu près 24 millions de personnes déplacées par des catastrophes climatiques. Alors, on a les chiffres pour les États-Unis pour 2022 qui disent qu'un Américain sur 50 a été déplacé au cours de l'année 2022 par des événements climatiques. Et donc, c'est déjà quelque chose qui est absolument massif. Et qui, bien entendu, même si une partie des gens peuvent revenir chez eux, c'est le cas heureusement aux États-Unis, induit quand même toute une série de traumatismes et parfois aussi de déplacements qui deviennent permanents. L'autre volet, ce sont les gens qui sont déplacés par des dégradations plus lentes du changement climatique. Par exemple, et en particulier par la dégradation des sols ou par la variation du régime de précipitation. Et ce sont en particulier des gens qui sont extraordinairement dépendants de l'agriculture et dont l'agriculture de subsistance, l'agriculture vivrière, constitue la première source de revenus. C'est le cas de 50% des familles en Afrique subsaharienne et même de 70% des familles dans la bande sahélienne. Et donc, pour ceux-là qui migrent en provenance des régions rurales, souvent vers les villes, et qui parfois vont tomber dans les griffes de réseaux de passeurs qui vont les amener de proche en proche, en réalité, la question du facteur économique n'est pas différente de la question du facteur environnemental, parce que leurs ressources économiques dépendent intrinsèquement des conditions environnementales. Moi, le salaire que me paye le FNRS à la fin de chaque mois, c'est le même en été comme en hiver. Pour 70% de la population au Sahel, 50% en Afrique subsaharienne, leurs ressources économiques dépendent des conditions environnementales. Et donc, quelque part, on a volontiers tendance, vu d'Europe, à essayer de faire des catégories de migration, à dire on a d'un côté les réfugiés politiques, c'est les gentils qu'il faut accueillir, d'un autre côté les migrants économiques, c'est le mauvais qu'il faut renvoyer chez eux. Je caricature évidemment les jugements normatifs qu'on pose sur ces catégories. Et puis on aurait une sorte de troisième catégorie des migrants écologiques ou climatiques qui seraient générés par le changement climatique. Je pense que c'est assez dangereux de voir les choses comme ça. D'abord parce que ça implique qu'on puisse catégoriser les gens en fonction de leurs motifs de migration. Or, d'une part, dans la réalité, ces motifs de migration sont profondément liés les uns aux autres. On n'est plus dans une situation comme on a pu l'être dans les années 50 ou 60, où les gens migraient d'un point A vers un point B pour un motif précis. Et au contraire, on est sur des itinéraires de migration qui sont beaucoup plus fragmentés, beaucoup plus espacés dans le temps ou dans l'espace, où les gens ne choisissent pas toujours leur destination finale. Et donc, on a un vrai problème si on commence à classer les gens dans des catégories qui, en fait, servent beaucoup plus à justifier des politiques d'asile et d'immigration en Europe de plus en plus répressives, plutôt qu'à décrire empiriquement les flux migratoires. Et a fortiori, si on plaque un jugement normatif, comme c'est souvent le cas, sur ces catégories. Et l'autre problème, à le voir comme une sorte de risque futur, c'est qu'en fait, on contribue, et peut-être même inconsciemment, à renforcer une sorte de récit xénophobe autour des migrations, à présenter les migrations comme un risque dont il faudrait se prémunir, à présenter les migrants eux-mêmes comme une menace ou comme un danger pour la cohérence de nos sociétés.
Et donc c'est un argument qui est parfois mis en évidence, et je suis souvent très dérangé quand cet argument est mis en évidence parfois par des activistes du climat en disant « Oh là là, et demain, si on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre, on va avoir des millions de Noirs et d'Arabes qui vont venir frapper à nos portes et qui vont venir demander l'asile. » Et en fait, je sais bien que ce n'est pas le but, mais la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions, et ce faisant, on contribue à renforcer un récit xénophobe qui présente la migration comme un danger et une menace. Donc on parlait à l'instant de coopération internationale, mais vous disiez aussi c'est important de le voir à l'échelle des villes. On sait qu'en 2050, elles vont devoir accueillir plus de 2/3 de la population mondiale. Oui. Comment elles vont pouvoir s'adapter à ces conséquences climatiques et migratoires qui vont les redessiner? Et les deux sont évidemment liés. Et si on n'articule pas les questions des politiques d'intégration avec des politiques climatiques, notamment en matière d'adaptation, on va au-devant de graves dangers. Et donc, je crois qu'il y a effectivement énormément de choses qui vont se jouer au niveau des villes. Et le problème, c'est que souvent, les villes ont énormément de leviers d'action, peuvent faire énormément de choses sur le terrain, mais ont peu de capacité de décision politique. C'est-à-dire que les villes ne négocient pas lors des COP. Ce n'est pas les villes qui décident de la politique d'asile ou du niveau de fermeture des frontières d'un pays. Ce n'est pas les villes qui décident de la politique énergétique d'un pays. Et donc, toute une série de boutons de décision, en fait, les villes n'y ont pas accès, alors que c'est elles qui doivent gérer la situation concrètement. Donc, je crois que c'est important, d'abord, de donner plus de pouvoir aux villes, y compris dans la négociation internationale. Je suis frappé du fait qu'on essaye de traiter un problème qui par nature est un problème global, qui par nature intrinsèquement dépasse les frontières des nations. On essaye toujours de le traiter par une négociation ou par une coopération internationale, donc littéralement entre nations, où nous sommes représentés par nos gouvernements. Je pense parfois qu'une coopération entre villes, en fait, serait beaucoup plus efficace et porterait la décision et l'action publique au meilleur endroit. Il y a une initiative qui est le C40. Il y a plein d'initiatives que les villes commencent à prendre. Il y a des initiatives comme le C40, qui est un réseau de villes engagées pour le climat, qui était, au départ, elles étaient 40, je pense qu'elles sont maintenant quasiment une centaine. Et c'est des villes du Nord et des villes du Sud. Il y a aussi des villes qui s'engagent sur la question de l'asile et des migrations. Au niveau international, il y a maintenant le Mayor's Migration Council, donc le conseil des maires sur les migrations, qui essaye effectivement de promouvoir toute une série de politiques d'accueil et d'intégration en disant c'est dans les villes que ça se passe, il y a énormément de choses à faire en mettant en place des coopérations entre villes. Et donc je crois, moi, qu'une des raisons pour lesquelles la coopération internationale, en fait, provoque autant de déceptions sur la question du changement climatique, c'est qu'on n'a pas toujours les bons acteurs pour nous représenter. Et que je pense qu'il faut vraiment passer une sorte de coopération globale qui inclurait d'autres acteurs et les villes notamment pour traiter d'un problème qui par nature est un problème global et où quelque part les gouvernements nationaux représentent des sortes d'anachronismes. Petit flashback, petit retour en arrière. Donc, un rapport du GIEC est tombé dernièrement. Est-ce que vous pouvez nous dresser un état des lieux? Parce qu'on discute là, des villes, on dit qu'on rentre vraiment dans le fond du sujet, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui, véritablement? À quel niveau? Alors, au niveau des grandes tendances du réchauffement, du climat, oui. Et puis au niveau de la biodiversité aussi, parce que j'ai une autre question derrière qui est associée à ce sujet. Alors, si on regarde les grandes tendances au niveau du climat, c'est qu'aujourd'hui, le rythme de croissance de nos émissions de gaz à effet de serre est encore d'environ 1% par an. Ce qui veut dire que le pic des émissions mondiales de gaz à effet de serre n'a pas encore été atteint. C'est dû au fait que la baisse des émissions, qui est réelle dans la quasi-totalité des pays industrialisés, n'est pas suffisante que pour compenser la hausse des émissions dans la plupart des pays émergents et dans la plupart des pays en développement.
Et donc, ça veut dire que parce que les émissions des pays émergents et en développement vont continuer encore à augmenter pendant quelques années, ça veut dire que la baisse des émissions dans les pays industrialisés doit être beaucoup plus forte et beaucoup plus rapide que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Et donc, le fait que nous continuions à émettre des gaz à effet de serre à un rythme soutenu fait augmenter le niveau de concentration de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère à 20 km au-dessus de nos têtes, qui atteint aujourd'hui 421 parties par million. Historiquement, quand je dis historiquement, on peut remonter jusqu'à 12 000 ans en arrière à peu près, ce taux de concentration était à 280 parties par million. Et nous avons désormais la certitude que ce passage de 280 au cours des 12 000 dernières années à 421 à l'époque contemporaine est intégralement dû aux activités humaines. De l'ère industrielle ou... depuis la révolution industrielle du milieu du 19e siècle. Donc, sur un temps extrêmement court. Sur un temps extrêmement court, et je dirais même que quand on regarde la courbe de l'augmentation, on a une augmentation relativement modérée jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et puis au cours des années 50 et surtout des années 60, c'est-à-dire pendant la carrière des Beatles, là, nos émissions vont carrément exploser. Elles continuent aujourd'hui à grimper à un rythme très très soutenu. Et donc l'enjeu de ralentir nos émissions de gaz à effet de serre, c'est évidemment d'arriver à ce qu'on atteigne le pic des émissions mondiales et qu'on parvienne à terme à stabiliser le taux de concentration et donc à stabiliser les températures, puisque la température dépend du taux de concentration. Et puis à terme, malheureusement dans une centaine d'années, si on stabilise le taux de concentration, donc si on arrive à la neutralité carbone, on peut espérer qu'il commence à y avoir une sorte de baisse du taux de concentration et donc de baisse de la température. Parce que vraiment, on est sur un problème d'accumulation. Quand vous émettez des gaz à effet de serre, c'est comme si vous faisiez couler un bain dans votre baignoire. Même si vous ralentissez très fort le débit du robinet, tant qu'il y a des gouttes d'eau qui arrivent dans la baignoire, le niveau du bain continue de monter. Et même si vous arrêtez tout, il vous faudra encore plusieurs heures, voire plusieurs jours, avant que l'eau du bain ne s'évapore. C'est pareil avec nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc la logique, pour le moment, c'est d'essayer de les ralentir au maximum pour stabiliser le niveau du bain avant d'espérer que l'eau ne finisse par s'évaporer d'ici une centaine d'années. Et donc pour le moment, juste pour terminer sur la tendance mondiale, pour le moment, si on regarde, je dirais, la courbe que suivent nos émissions, on est sur une hausse de température de l'ordre de 3,2, 3,5 degrés d'ici 2100 à l'échelle mondiale. Ça veut dire une hausse de température en France comprise entre 4 et 5 degrés. Ce qui n'est pas du tout les objectifs qui avaient été fixés il y a quelques années. Ah non, on est très très loin aujourd'hui. C'est le grand enseignement du rapport du GIEC, c'est que le compte n'y est pas. Et que par rapport aux objectifs de l'accord de Paris, qui consistent donc bien à limiter le changement climatique bien en deçà de 2 degrés et si possible à 1,5 degré, on est plutôt sur 3,2, 3,5. Alors c'est une question qu'on vous pose beaucoup, mais qu'est-ce que ça signifie 3,5 degrés en plus et 4 degrés en plus en France? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? À l'échelle mondiale, ça veut dire que certaines zones du monde deviennent littéralement inhabitables. Soit parce qu'il fait trop chaud, avec notamment des phénomènes de chaleur humide, soit parce que ce sont des zones qui sont inondées en permanence. Une hausse de l'ordre de 3,5 degrés, ça veut dire à peu près 2 mètres, 2,50 mètres d'élévation du niveau de la mer. Soit parce que toute forme d'agriculture y est devenue impossible. Donc ça veut dire que certaines régions du monde deviennent littéralement inhabitables, et ça veut dire qu'il doit se produire un phénomène de redistribution géographique de la population sur la planète. À l'échelle de la France, qu'est-ce que ça veut dire? Ça modifie plein d'aspects de l'organisation de notre société. Bon, d'abord, ça veut dire que la température se réchauffe, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de jours au-dessus de 40, sans doute de 45, voire même de 50 degrés en France. Ça veut dire que les phénomènes extrêmes comme les inondations, les sécheresses sont plus fréquents et beaucoup plus intenses,
avec aussi des phénomènes de feux de forêt, etc. Et ça veut dire qu'il y a toute une série d'activités économiques, agricoles, touristiques qu'il faut revoir complètement. Je donne juste un exemple. La SNCF n'est plus en capacité de faire rouler des TGV, en tout cas pas à vitesse normale, quand la température au sol dépasse 56 degrés. Parce qu'il y a un phénomène de dilatation des rails qui fait que c'est dangereux de faire rouler des TGV si la température au sol dépasse les 56 degrés. Lorsque la température ambiante dépasse les 40 degrés, on est facilement au-delà de 50 degrés au niveau des sols. On est aujourd'hui un jour de grève, on sait combien l'activité du pays est paralysée, perturbée par les grèves des TGV. C'est d'ailleurs le but des grèves. Potentiellement, si on a ce niveau d'élévation de la température en France, ça veut dire que la SNCF ne peut plus faire rouler des TGV pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines consécutives. Et donc ça veut dire qu'on accepte qu'il n'y ait plus de TGV pendant plusieurs semaines, ou alors qu'il faut dès à présent investir pour renouveler tout le réseau ferré français, et on imagine la taille de ce chantier, pour avoir des rails qui supportent des plus hauts niveaux de température et donc de dilatation. Voilà juste un exemple. Ça veut dire, autre exemple, sur la hausse du niveau des mers que je trouve est un impact aujourd'hui complètement un peu minoré. On parle beaucoup de sécheresse, on parle beaucoup d'incendies, et ce sont évidemment des problèmes importants. Mais la hausse du niveau des mers, il faut réaliser que pour une élévation d'1 mètre du niveau de la mer, on a à peu près un recul du trait de côte d'environ 100 mètres. Donc sur une côte très basse, comme la côte de Deauville par exemple, si vous avez 1 mètre d'élévation du niveau de la mer, ce qui est aujourd'hui l'hypothèse optimiste, vous perdez environ 100 mètres de plage. Or, d'abord, il y a toute une série de parasols et de lits de camp installés à Deauville, et donc ça pose un problème aux exploitants de la plage de Deauville. Mais au-delà, on a énormément de constructions et d'infrastructures qui sont situées en bordure de littoral. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir, par exemple, aujourd'hui, les travaux qu'on fait à l'aéroport de Nice, qui est le 2e aéroport du pays. Si certains d'entre vous ont déjà pris un vol à l'aéroport de Nice, vous savez que les pistes sont littéralement sur l'eau. Et on est aujourd'hui en train d'engloutir des milliards pour la rénovation des terminaux passagers de l'aéroport de Nice, sans se préoccuper des pistes elles-mêmes. Alors que l'enjeu, c'est soit on ferme l'aéroport de Nice et on dit on fait autre chose, on fait du train ou on déplace l'aéroport, soit on rehausse les pistes, soit on les protège par des digues. Mais rénover les terminaux passagers sans se préoccuper des digues, des pistes, autant brûler directement l'argent. Je suis très frappé de voir comme on n'a pas encore du tout pris la mesure de ce que ça voulait dire pour la France. Pour rester dans ce sujet, tout à l'heure vous avez dit que les pays industrialisés diminuaient leur impact, mais ce n'était pas compensé parce que les pays en développement augmentaient. Je parle aux politologues que vous êtes. Dans le contexte actuel de guerre, dans le contexte actuel de tensions internationales, dans le contexte actuel où, pour certains, le réchauffement climatique créant des voies d'eau nouvelles en Antarctique est une opportunité nouvelle de business. En Arctique. Hein. En Arctique. Est une opportunité de business. Comment, en fait, pourrait-on limiter, et je pèse mes mots, je sais que c'est pas politiquement correct, mais limiter le développement, on va dire, naturel ou souhaitable de ces pays, lorsque la réalité, vous parlez beaucoup de nous, pour les Français que nous sommes, pour les Européens, c'est de se dire que dans tous les cas, nous sommes dans une situation où on perd de la souveraineté, on perd du pouvoir, et donc et que ce pouvoir il est lié à l'énergie, et qu'il est hors de question, en vérité, on le voit actuellement, de diminuer son influence et de passer l'influence à d'autres pays qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas la même et qui nous font peur en fait. Vous avez déjà essayé d'organiser des vacances familiales ? Imaginons, je suis sûr que certains, j'en entends ricaner, se sont déjà confrontés à cette expérience. Essayez de mettre 3 ou 4 frères et sœurs d'accord avec les parents
sur une période, une destination et un type de logement, vous savez, les négociations interminables, les frustrations, les colères, les ressentiments, les cris, les pleurs, les plus jamais de vacances avec vous, que ça crée. Imaginez maintenant, essayez de mettre 197 pays d'accord sur un scénario de futur de l'humanité, alors qu'ils viennent de points de départ complètement différents, qu'ils ont des régimes complètement politiques complètement différents, qu'ils viennent de situations économiques complètement différentes, que certains se font littéralement la guerre les uns aux autres, vous vous rendez compte du petit miracle que représentent chaque année les COP. Et le fait que, aussi décevant et aussi minimaliste soit le texte final, on parvient malgré tout à faire reconnaître à 197 pays qu'on est face à un problème majeur qu'on va devoir résoudre ensemble. Et je pense que nous n'allons jamais pouvoir le résoudre ensemble si nous n'acceptons pas la perte de notre souveraineté. Tant qu'on s'accrochera à l'idée qu'on peut encore maîtriser les choses par nos politiques nationales, je pense qu'on fera fausse route et qu'on va se bercer d'illusions. Parce que la réalité, c'est que notre futur climatique ne nous appartient pas, ne nous appartient plus. Même si nous avions un gouvernement absolument exemplaire en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre, et Dieu sait que c'est loin d'être le cas, ça ne changerait absolument rien aux impacts que la France connaîtrait dans le futur. Parce que le futur climatique de la France ne se décide pas à Paris, ni même à Bruxelles, même plus à Pékin ou à Washington, ça a pu être le cas hier, c'est plus le cas aujourd'hui. Il se décide en ce moment même à Jakarta, au Caire, à Lagos ou à Mexico. C'est-à-dire dans des pays dont globalement on se contrefiche. Et les décisions que nous prenons aujourd'hui à Paris ou à Caen, elles ont un impact sur le futur climatique ou sur le climat actuel au Bangladesh, au Soudan, en Afghanistan. Par la physique du climat, nous sommes extraordinairement dépendants les uns des autres. Littéralement, notre futur dépend des décisions qui sont prises aujourd'hui dans des pays auxquels nous nous intéressons très très peu. Littéralement, la vie et le sort futur de Bangladais, de Soudanais ou d'Afghans dépend des décisions que nous prenons à Caen ou à Paris. C'est absolument vertigineux. La manière dont nos destins sont liés aux autres, l'ont liés les uns aux autres, c'est absolument vertigineux. Et donc la question, c'est de voir comment est-ce qu'on va faire pour travailler ensemble. On sait parfaitement que si les pays du Sud utilisent toutes les réserves fossiles qu'ils ont à disposition, on sait parfaitement qu'on est parti sur une hausse à plus 4 degrés et que c'est la catastrophe pour tout le monde. Mais on sait aussi qu'on n'a évidemment aucune légitimité, en tant que responsable de la catastrophe, à venir maintenant dire aux autres, vous allez laisser votre charbon et votre pétrole dans votre sous-sol. Et c'est très compliqué. On a, pour le moment en France, une grosse mobilisation contre le pipeline EACOP, qui est donc l'exploitation d'un gisement pétrolier en Ouganda, et c'est Total Energy qui est à la manœuvre. Et je comprends bien, évidemment, que ça soit une bombe climatique et que ça provoque de l'indignation et des protestations. Mais si on se met un instant à la place du gouvernement ougandais, ils sont là sur une réserve de pétrole qui a le potentiel de multiplier par 20 le PIB de leur pays. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez au fond de votre jardin 1 milliard d'euros en louis d'or qui vous rendrait milliardaire? Et si je venais vous dire, surtout Arnaud, vous n'y touchez pas. Parce que si vous y touchez, c'est la catastrophe pour tout le monde. J'espère que vous n'allez pas faire une pause en attendant une réponse. Vous seriez confronté à un dilemme terrible en disant, est-ce que, surtout si par le passé vous avez déjà l'impression
que tous les autres louis d'or qui étaient dans votre jardin, c'est les autres qui vous les ont piqués, et que ce genre-là, maintenant, vient de vous dire non, les derniers louis d'or, tu n'y touches surtout pas. Et donc, évidemment, la question, c'est de voir comment on va faire aujourd'hui pour travailler avec ces pays du Sud pour qu'ils aient une autre trajectoire de développement possible. Et pour que ça soit dans leur intérêt de construire cette trajectoire de développement décarboné. Et le problème, c'est qu'on ne le fait pas suffisamment. Aujourd'hui, l'énergie solaire se déploie à peu près partout dans le monde, sauf sur le continent qui reçoit le plus d'ensoleillement naturel. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir en vouloir aux Africains d'aller chercher le pétrole ou le charbon qui sont dans leur sous-sol et qu'ils vont voir de plus en plus comme des instruments et comme des outils de leur souveraineté et de leur montée en puissance par rapport à l'Europe, si nous ne mobilisons pas des investissements absolument massifs, des transferts de technologies absolument massifs vers les pays du Sud. Si on ne le fait pas, on se tire une balle dans le pied nous-mêmes. Et donc si on reste obnubilé sur l'idée de notre souveraineté énergétique, notre souveraineté alimentaire, on va se retrouver être une sorte d'îlot décarboné dans un océan de carbone et ça n'aura aucun intérêt. C'est intéressant parce qu'on entend que ce soit pour les générations futures. Enfin, il y a cette idée de transformation d'une société en une sorte de société du don, où il faut perdre. Ça rappelle des livres qui ont été rédigés sur d'autres sujets. Petite poussette, entre autres. Il faut accepter de perdre et il faut accepter de donner et d'offrir. Et c'est un switch culturel, un switch humain qui nous semble compliqué quand même. Regardez pour le moment la décision du gouvernement français sur la question énergétique. On va donc remettre des milliards d'euros dans le nucléaire. Et ici, le but, c'est pas de faire un débat pour ou contre le nucléaire, est-ce que c'est une bonne chose? C'est juste, ces milliards d'euros, en réalité, si le but, c'est la lutte contre le changement climatique, il faudrait les investir en Égypte, en Indonésie ou au Brésil. Mais le problème, c'est qu'on ne le fait pas du tout. Parce qu'on est préoccupé essentiellement de nos émissions, de notre souveraineté énergétique, mais tout ça va se casser la figure et va voler en 1000 morceaux si on arrive sur un scénario à plus 4 degrés, voire davantage. Et ça, on n'a pas encore réussi à comprendre que c'était dans notre intérêt, y compris d'aller donner des milliards d'euros aux pays du Sud pour qu'ils puissent notamment développer leur infrastructure et leur réseau électrique. Une des raisons pour lesquelles il est difficile de déployer des énergies décarbonées dans les pays du Sud, que ce soit du renouvelable ou du nucléaire, c'est parce que souvent, il n'y a pas de réseau électrique suffisamment robuste que pour distribuer l'électricité qui serait produite à partir de panneaux solaires ou à partir de réacteurs nucléaires. Mais qui va aller investir et qui va aller casser les trottoirs du Caire ou de Jakarta pour aller installer un réseau électrique performant? Personne ne le fait aujourd'hui. Il y a quelques semaines, je donnais une conférence pour Enedis qui exploite le réseau électrique français. Et Enedis me vantait tout ce qu'ils font de super pour effectivement réduire le gaspillage énergétique. Et donc il me disait, voilà, on remplace tel câble pour éviter les fuites d'hexafluorure de soufre. Très bien. On fait des compteurs Linky, comme ça les gens peuvent mieux contrôler leur consommation, etc. Très bien. Et je dis, tout ça est très bien et tout ça est super. Mais si vous vouliez vraiment agir de façon décisive pour le climat, le plus utile que vous pourriez faire, c'est d'aller mettre votre PDG en grève de la faim dans la cour de l'Élysée et dire à Emmanuel Macron, donnez-nous l'autorisation de nous déployer à l'étranger et d'aller installer ces réseaux électriques performants partout dans le monde. Et il dit, mais professeur, rendez-vous compte, on n'a même pas le droit d'opérer en Corse. Donc forcément... Donc on sait que c'est primordial, important et de réduire en fait notre consommation en énergie fossile drastiquement. Les derniers rapports du GIEC en parlent, mais dans la dernière COP27, l'accord final ne fait pas mention de pétrole ou de gaz. On sait que la COP28 se déroulera aux Émirats arabes, à Dubaï. Quel changement réel on peut espérer dans les années à venir ? En fait, je suis assez content que la COP28 ait lieu à Dubaï parce que ça va être compliqué de ne pas parler de pétrole si on est à Dubaï. Et que si on veut voir le verre à moitié plein, même si je peux entendre que ça puisse un peu choquer, que ça puisse paraître surprenant,
de faire une conférence sur le climat à Dubaï, présidée par le PDG de la compagnie pétrolière nationale. Je dis, en même temps, il va falloir à un moment donné qu'on arrête de tourner autour du sujet. Et il va falloir qu'on prenne le taureau par les cornes. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est aussi, qu'est-ce qu'on fait avec les pays qui ont construit toute leur économie à partir de l'exploitation des énergies fossiles? Qu'est-ce qu'on dit aux Émirats arabes unis? Qu'est-ce qu'on dit au Qatar? Qu'est-ce qu'on dit à l'Arabie saoudite? On ne peut pas leur dire, vous allez arrêter les énergies fossiles du jour au lendemain. Imaginez que le changement climatique ait été provoqué par la gastronomie. C'est comme si on allait dire à la France, vous allez arrêter la cuisine du jour au lendemain et vous allez tout faire chez McDo. Imaginez le scandale que ce serait. C'est pareil dans ces États du Golfe qui ont construit toute leur économie sur l'exploitation des énergies fossiles. Et donc, il va bien falloir qu'on discute avec ces pays, et on ne va pas pouvoir faire uniquement des conférences internationales chez nous, entre grands vertueux, à Paris, ou à Stockholm, ou à Copenhague. Il va falloir à un moment donné qu'on discute avec eux de quel modèle et qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce que si vous continuez comme ça, on court tous à la catastrophe, mais qu'est-ce qu'on vous propose en échange? Et ils vont dire, par exemple, on peut organiser des Coupes du Monde de foot. Dans des équipes de foot ou investir dans des équipes de foot et dans des magasins de luxe, etc. Donc la question, et on voit bien que ça fait grincer des dents aussi. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut construire avec eux? Et il y a plein de raisons de grincer des dents. Hein. On est d'accord, je ne suis pas du tout en train de dire que la Coupe du Monde de foot au Qatar, c'était une bonne idée. Mais donc, et il va falloir qu'on réduise effectivement notre consommation d'énergie fossile. Et pour le moment, ce n'est pas encore quelque chose qu'on a parfaitement intégré. Parce qu'en fait, on se dit, il faut qu'on développe les énergies renouvelables, il faut qu'on développe les énergies décarbonées. Mais si on ne réduit pas dans le même temps la consommation d'énergie fossile, ça n'a aucun intérêt de développer des énergies décarbonées. Parce que pour le moment, et si on regarde les 50 dernières années, les énergies décarbonées, elles n'ont pas du tout remplacé les énergies fossiles, elles se sont ajoutées aux énergies fossiles, elles se sont mises par-dessus pour en quelque sorte satisfaire notre surplus de consommation d'énergie. Tant qu'elles ne remplaceront pas les énergies fossiles, ça servira à rien. Et donc, il va falloir absolument baisser notre consommation d'énergie fossile et donc baisser notre consommation d'énergie tout court. Il va falloir le faire par la sobriété énergétique. Et quel drame qu'il ait fallu la guerre en Ukraine pour qu'on se rende compte de l'intérêt de la sobriété énergétique. Il va falloir aussi via l'efficacité énergétique. La sobriété, ça va être affaire de comportement individuel et de politique publique. L'efficacité énergétique, ça va être affaire de technologie, de recherche et d'innovation. Et on en est encore, malheureusement, souvent, à opposer l'une à l'autre. On en est encore à opposer un peu ce qu'on appelle les techno-solutionnistes qui croiraient dans la technologie comme une façon de tout résoudre, et ceux qui diraient non, il faut changer le système, il faut changer notre style de vie, nos habitudes de production et de consommation. Il va falloir faire les deux. On n'a plus le luxe aujourd'hui de choisir entre l'un ou l'autre. Et le fait qu'on en soit encore à les opposer me paraît indiquer qu'on est sur la mauvaise voie. Tant qu'on ne réalisera pas qu'on va absolument avoir besoin, oui, de changer une grande partie de nos habitudes, des modes de production et de consommation, et que oui, on va aussi avoir besoin au moins des technologies existantes et sans doute de nouvelles technologies qui permettront encore de faire mieux à l'avenir, on n'y arrivera pas. Si je prends le cas de la mobilité en voiture, on va avoir besoin à la fois de moins utiliser sa voiture et de repenser notre rapport au déplacement, et on va avoir besoin aussi de conduire des voitures moins polluantes. Et tant qu'on ne parviendra pas à combiner les deux et qu'on essaiera de s'engager uniquement dans une voie comme dans l'autre, à mon avis, on fera fausse route. Alors, je vous avais dit qu'on ferait une pause et en fait pas du tout. Donc, je vais vous donner la main très rapidement pour se garder une bonne demi-heure d'échange. On dirait les États lors des COP. Ouais, exactement. On avait dit qu'on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre et en fait pas du tout. Mais, oui, mais je fais mieux parce que j'avais dit un quart d'heure. Là, je regroupe les 2 quarts d'heure. J'avais une question qui est un peu personnelle, personnelle au sens dans votre parcours. Et qui revient au thème de la conférence, qui est de dire peut-on avoir une écologie optimiste? Si on suit votre parcours personnel, professionnel, dans les différents livres que vous avez écrits,
j'ai le sentiment que vous n'avez pas changé de vision, mais vous avez changé de moyens. C'est-à-dire que vous étiez à une époque de votre carrière, plus radicale que vous ne l'êtes aujourd'hui. D'ailleurs, ce qui vous a été reproché dernièrement, on parlait tout à l'heure de la campagne présidentielle, où il y a une frange radicale qui s'est créée à ce moment-là. Et alors aujourd'hui, sans faire de politique, mais même quand on est dedans, la frange radicale disait si vous n'êtes pas de notre côté, vous êtes de droite. Alors ma question c'est, est-ce que François Gemel, vous êtes de droite? Est-ce qu'on peut faire une politique de droite écologique? Et surtout, est-ce que vous n'avez pas modifié la manière, le chemin, réfléchi sur le chemin pour parvenir à votre vision en étant plus consensuel? Je pense en fait, je ne suis pas devenu plus consensuel, je suis devenu davantage alarmé par l'accélération des impacts du changement climatique. L'essentiel de mon travail de chercheur consiste à documenter les impacts du changement climatique dans les pays du Sud et à voir comment les populations les plus vulnérables sont déjà affectées et comment, d'une certaine manière, pour reprendre une formule de David Van Reybrouck, comment nous colonisons leur avenir. Et ça se passe de plus en plus vite. Et donc, effectivement, la transformation qui s'est faite en moi, ça a été une transformation vers une approche strictement pragmatique. En disant, je me fiche complètement des postures, je me fiche complètement des raisons pour lesquelles vous allez faire ceci ou cela. Il va falloir aller chercher toutes les tonnes de CO2 là où on peut aller les chercher. Et je me fiche que ça soit pour une boîte parce qu'elle va pouvoir faire sa publicité là-dessus. Je me fiche que ça soit parce qu'elle va investir dans des green tech qui vont lui rapporter plein d'argent. Je considère que j'ai une sorte de responsabilité morale vis-à-vis de ces gens qui sont directement touchés, de faire tout ce qui est possible pour aller chercher chaque tonne de CO2 là où elle se trouve. Et je me suis rendu compte que quelque part, s'abriter derrière des postures anticapitalistes, décroissantistes, etc., était au fond une sorte de débat de salon entre gens riches et privilégiés. Et que ceux qui se prenaient de plein fouet les impacts du changement climatique n'avaient absolument que faire de nos débats de riches gamins privilégiés sur est-ce qu'on va faire de l'anticapitalisme, est-ce qu'il faut changer le système ou lutter contre le changement climatique d'abord. Ils s'en fichent complètement. Ils veulent qu'on aille chercher toutes les tonnes de CO2 là où elles sont. Et donc, moi, j'assume une approche absolument pragmatique qui consiste effectivement à travailler avec absolument tout le monde parce que chaque tonne de CO2 évitée évite énormément de souffrance à des gens qui n'ont aucune capacité de décision sur ça et qui ne participeront jamais à nos grandes conversations savantes sur la croissance versus décroissance. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Il y a un micro qui va circuler. En général, c'est toujours la première qui est la plus difficile. Et je vois des mains. Oui, bonsoir. Justement, moi, je trouve qu'on a passé beaucoup de temps sur le constat ce soir, une fois de plus. L'essentiel de la conférence. Moi, il me semble que le constat, il est assez partagé et finalement, on n'aura fait que 3 minutes sur l'action. Et donc, je suis assez content que vous parliez du pragmatisme et pas de la politique. J'ai pour ma part un cheminement assez similaire au vôtre et c'est pour ça que je suis là ce soir. Alors justement ma question c'est le pragmatisme, pragmatiquement comment on dépasse le constat et comment on amène les gens riches, puisque c'est de ça qu'il est question, à faire des vrais actes, à lâcher leur bagnole, parce que la bagnole propre, je suis désolé, on n'y arrivera pas. Donc les gens riches peuvent se payer leur transition et ne pas avoir de voiture. Donc quand est-ce qu'on le fait? Quand est-ce qu'on les emmène sur des logements plus petits? Quand est-ce qu'on leur demande de vider leur piscine? Et quelque part, c'est pragmatique, mais c'est aussi faire de la politique. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Et vous le dites très justement. Aujourd'hui, le problème, c'est essentiellement que l'essentiel des émissions sont produites par les couches les plus riches de la population. C'est vrai à l'intérieur d'une société, c'est vrai aussi de façon encore
davantage exacerbée au niveau mondial. Comment est-ce qu'on fait? Je pense qu'une erreur qu'on a commise, c'est de penser qu'on y arriverait en les conscientisant ou en faisant appel à leurs sentiments, etc. Je pense que la manière d'y arriver, c'est de faire en sorte qu'ils y aient intérêt. Et je crois que tant qu'on n'aura pas compris que ce n'était pas juste une question de valeur, mais aussi une question d'intérêt, on n'y arrivera pas. Et donc l'enjeu, à mon sens, c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre l'économie décarbonée aussi rentable et aussi intéressante que possible. Alors ça passe, je pense, largement par une politique fiscale, et notamment par une politique fiscale européenne ou internationale qui permettrait d'intégrer dans le prix des biens leur coût environnemental. Et je crois que c'est la question des intérêts, et je suis le premier, je trouve ça triste humainement que la question des valeurs ne suffise pas et qu'il faille en passer par la question des intérêts, mais pragmatiquement, je pense que c'est comme ça qu'il faut y aller. Si je prends l'exemple de la piscine, pour être dans le concret, c'est pas le pire. Niveau changement climatique, c'est pas le pire. C'est pas le pire. Non, mais juste dans l'idée, donc une piscine, que je sais pas combien ça vaut une piscine, mais admettons ça vaut. L'enjeu, c'est surtout le chauffage de la piscine, en fait. C'est pas voilà, tellement. Déjà, mais ça coûte 10 000 euros. Ça coûterait 13 000 euros. Il y aurait 3 000 euros de taxes qui iraient sur d'autres enjeux. Par exemple, Air France, 3 000 euros qui permettraient, par exemple, d'aller défoncer 3 km de trottoir au Caire pour mettre un réseau électrique performant. Et ça, c'est parce que dans ce que j'entends de ce que dit monsieur, il y a l'idée, et qu'on entend beaucoup aussi, qui est l'idée d'interdire. Mais alors je sais pas, monsieur, si vous êtes dans cette idée, dans cette logique-là, mais le mot qui vient derrière, c'est des dictatures vertes, qui a encore un autre débat, etc. Donc l'idée d'interdire, est-ce qu'on peut se permettre d'interdire véritablement? Je pense qu'il y a certaines aberrations écologiques pour lesquelles, effectivement, il va falloir passer par une forme d'interdiction, c'est-à-dire par une forme de restriction de notre liberté individuelle, parce que c'est la condition pour garantir l'exercice de liberté collective. Les jets privés? Je suis vraiment dans du... Très clairement, les jets privés, dans 2 ou 3 ans, vous avez sur le marché des jets privés électriques. De la manière que vous avez des voitures électriques, et donc vous n'aurez pas de... Sauf à en faire un argument symbolique, c'est-à-dire que l'argument de l'interdiction des jets privés risque de tomber pour des raisons d'empreinte carbone, parce qu'effectivement, l'empreinte carbone des jets électriques va être considérablement réduite par rapport aux jets qui fonctionnent au fuel. Prenez, sur la question de l'articulation liberté individuelle, liberté collective, je pense que c'est vraiment une question importante dans la manière dont on va pouvoir envisager certaines restrictions. Prenez la circulation en voiture en ville. Aujourd'hui, cette circulation en ville, elle est régulée par des feux rouges. Et vous vous rendez bien compte que ce n'est pas possible de circuler en voiture sans tenir aucun compte des feux rouges. Et que quelque part, le fait de s'arrêter au feu rouge à un carrefour représente une petite restriction de notre liberté individuelle. On n'a pas le droit de passer à toute berzingue dans les carrefours sans tenir compte des feux rouges, et c'est une restriction insupportable à notre liberté individuelle. Mais on se rend bien compte qu'il faut cette restriction pour garantir l'exercice de la liberté collective de nous déplacer en voiture en ville. Et donc, il y a toute une série de restrictions de nos libertés individuelles auxquelles on consent parce qu'on comprend bien que c'est la condition de l'exercice d'une liberté collective. Et l'enjeu, à mon avis, de ces questions de restriction pour des raisons climatiques, c'est de voir lesquelles nous allons pouvoir collectivement accepter et choisir parce que ça sera la condition de l'exercice d'une liberté collective et potentiellement d'une liberté collective pour les générations futures. Et aujourd'hui, je pense qu'on a, quand on aborde cette question des restrictions, des interdictions, de la liberté, on a une approche très individualiste de la liberté qui ne tient plus du tout compte des droits et des libertés collectives, à commencer par celle de pouvoir habiter la Terre. Et je crois qu'il va vraiment falloir repasser à une redéfinition plus collective de la liberté pour effectivement accepter que nous choisissions nous-mêmes de restreindre certaines de nos libertés individuelles. Et j'insiste sur cette question du choix. Parce que vous avez évoqué la question de la dictature verte ou de la dictature écologique, qui est un sujet qui revient parfois dans certaines conversations. Si je mets
uniquement pour les besoins de notre conversation, la question des droits et libertés à part, je pense qu'il faut bien comprendre que cette question de la dictature verte, elle ne pourra pas fonctionner parce que vous n'allez pas pouvoir imposer contre la vie des gens des mesures qu'il va falloir tenir dans le court terme, dans le long terme. Vous pouvez imposer contre la vie des gens des mesures de court terme, des mesures en quelque sorte d'état d'urgence. Le problème avec le changement climatique, c'est que nous allons devoir gouverner le changement climatique pendant tout le XXIe siècle au moins et sans doute pendant une bonne partie du XXIe siècle. Et que donc si vous n'avez pas des mesures qui sont choisies, souhaitées par la population, eh bien vous risquez de devoir les abandonner. Et ça serait pire que tout de prendre des mesures temporaires, des mesures de court terme. Mais effectivement, il va falloir se poser la question, je parlais peut-être, j'ai privé la question des vitesses limites sur l'autoroute, par exemple. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Alors la question, je ne dis pas forcément qu'il faut faire ça, mais il faut pouvoir se poser la question en disant, tiens, est-ce que c'est une restriction petite par rapport potentiellement à d'autres restrictions plus grandes qu'on risque de devoir s'imposer si on ne fait pas ça? Et il faut avoir, je pense, vraiment ce débat de façon ouverte et que ça soit choisi et non imposé, sinon ça ne marchera pas. Une autre question. Bonjour. Considérant l'impact qui me semble important de l'agriculture animale sur le climat, une question super simple à vous poser. Est-ce que vous-même avez-vous arrêté, vous représentez une figure d'autorité, un expert sur les questions du climat, est-ce que vous-même avez arrêté de consommer des animaux? Non. Non, je ne suis pas végétarien. Et autant j'encourage tous les gens à être végétariens, mais je ne voudrais certainement pas qu'on attende des chercheurs qui travaillent sur le climat, ou même d'ailleurs des militants ou des activistes, à ce qu'ils soient des modèles de pureté ou d'exemplarité. Et je crois au contraire que c'est important de dire qu'on est des citoyens comme les autres et qu'on est confronté aux mêmes contraintes, aux mêmes tensions, etc. Et que l'enjeu, ce n'est pas potentiellement de devenir tous exemplaires ou de devenir tous comme Greta Thunberg, mais au contraire de voir le cheminement que chacun d'entre nous peut faire. Et donc je pense que si on commence à quelque part à aller pointer les comportements individuels les uns et des autres, y compris en attendant des gens qui parlent sur le climat une certaine forme d'exemplarité ou de pureté, je pense malheureusement qu'on risque d'arriver dans une société de délation et de surveillance permanente et que ça sera au contraire une manière, en fait, de ne pas mettre en cause et ne pas transformer les macrostructures de la société. Et parfois, cette attention que nous portons au comportement individuel, j'ai envie de dire que c'est une très grande victoire du néolibéralisme. De la même manière que c'est un propos très néolibéral que de rendre les chômeurs responsables du chômage. Et je crois qu'il faut pouvoir dépasser cette question des comportements individuels pour mettre en cause et pouvoir travailler ensemble sur les aspects structurels et systémiques du fait que nos sociétés sont des sociétés qui sont profondément carbonées. Et que si on va dans une sorte, je dirais, de recherche de pureté individuelle ou d'exemplarité, on risque de passer à côté de ce côté structurel et systémique. Donc c'est très important pour moi d'être imparfait. C'est amusant, je ne sais pas si c'est le mot amusant, mais ce que vous dites a été absolument théorisé par les lobbies à une époque où, très clairement, lorsqu'on a mis la pression sur les entreprises et sur les logiques systémiques, la réponse a été de dire, attendez un petit peu, en fait, d'abord, il faut que le comportement de chaque individu change, et c'est là que ça va se passer. C'est la grande stratégie actuellement des lobbies industriels que de mettre l'accent sur les comportements individuels et de dire « oui, mais attendez, c'est votre faute, il faut d'abord que vous arrêtiez de manger de la viande, de prendre l'avion, de prendre la voiture, de faire ceci, de faire cela. » Et en fait, c'est une manière pour les entreprises et plus globalement pour, je dirais, la macrostructure économique de nos sociétés de se défausser de sa responsabilité. Et je crois que l'enjeu fondamental, c'est de voir comment nous pouvons travailler à changer cela de l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, on a des économies, et au-delà des économies, des démocraties qui sont profondément enchâssées dans les énergies fossiles. Et que donc, si c'est tellement difficile de sortir de ces énergies fossiles, c'est parce que
toutes nos sociétés se sont développées autour de ça. Et donc, il ne s'agit pas juste de changer nos manières de produire ou de consommer. Il s'agit de repenser aussi toute une série de concepts fondamentaux autour desquels nos sociétés se sont organisées. On a parlé du concept de liberté, on a parlé de la question de la souveraineté. Il va falloir discuter aussi de la question de la responsabilité. Aujourd'hui, y compris dans le droit, on considère que notre responsabilité, c'est vis-à-vis de gens qu'on connaît et potentiellement qui peuvent nous attaquer au tribunal. Quelle est la responsabilité qu'on a vis-à-vis de gens qu'on ne connaît absolument pas parce qu'ils habitent très loin ou parce qu'ils ne sont pas encore nés? Une autre question? Le micro circule, Oui, je pense. bonsoir. J'ai l'impression qu'on a récemment vécu deux crises importantes. La première, c'est le Covid, qui a, je crois, fondamentalement revu un certain nombre d'idées préconçues qu'on avait, en particulier sur le monde du travail, sur la manière de se déplacer, sur le rapport à la vie, à la société. Et je pense que c'est des changements qui sont durables. Mais on a dû passer par un choc qui nous était imposé de facto. Ensuite, on a, de manière plus locale, je dirais, la guerre en Ukraine, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous a fait prendre conscience par la force notre dépendance à l'énergie et aux coûts énergétiques. Donc ma question, c'est est-ce que vous croyez qu'on est obligé d'en passer par là, c'est-à-dire par un choc qui nous est imposé de l'extérieur? Est-ce que finalement, ce n'est pas ce qui nous attend de facto pour changer significativement et à l'échelle internationale notre manière de vivre et notre manière de consommer? Et entre parenthèses, si je ne me trompe pas, je crois que les émissions de CO2 en 2020 ont fait une baisse significative et que si on avait poursuivi sur cette tendance, on aurait du coup de facto agi significativement. Voilà. Donc ma question c'est, est-ce qu'on doit passer par un choc qui nous est imposé au lieu d'attendre qu'on soit tous d'accord sur les mesures à prendre? Vous avez raison, c'est tout le drame de l'année 2020 où les émissions au niveau mondial ont baissé d'environ 6% et en France de 30%. De réaliser que pour la première fois, on se retrouvait sur une trajectoire compatible avec les objectifs de l'accord de Paris et que c'était une trajectoire qu'on subissait plutôt que de l'avoir choisie. Et d'ailleurs, comme on la subissait, on est tout de suite, dès l'année suivante, reparti sur une trajectoire à la hausse. Et je suis un peu désolé, effectivement, du fait qu'il nous faille attendre toute une série de chocs extérieurs, comme le Covid, comme la guerre en Ukraine, ou comme la crise énergétique de l'été dernier, qu'on aurait pu mentionner également, pour, quelque part, que notre regard sur un certain nombre de réalités change. La guerre en Ukraine nous fait prendre conscience que notre dépendance aux énergies fossiles n'est pas juste une catastrophe pour le climat, mais est aussi une catastrophe géopolitique et nous place dans une situation de faiblesse et de dépendance vis-à-vis de régimes autoritaires. Et la guerre en Ukraine va faire plus pour faire complètement basculer la politique énergétique de certains États que ne l'ont fait tous les rapports du GIEC, toutes les alertes, toutes les manifestations, etc. De la même manière, la crise énergétique va accélérer pour beaucoup toute une série d'investissements dans les énergies renouvelables, notamment dans les entreprises, parce qu'elles vont se rendre compte que investir dans les énergies renouvelables, c'est une manière de maîtriser bien davantage leurs factures énergétiques et donc de ne pas se retrouver à des crises, face à des crises de liquidité lorsque le prix de leurs factures énergétiques s'envole. Et donc, en quelque sorte, nous sommes incapables de changer rationnellement. Il nous faut une certaine forme de choc extérieur pour changer. Et le problème, c'est que ces chocs, paradoxalement, induisent aussi des actions qui sont parfois contradictoires. Nous sommes obligés, à cause de la crise énergétique, nous réalisons l'intérêt économique qu'il y aurait à sortir des énergies fossiles, mais en même temps, pour éviter des pénuries, nous sommes obligés de rouvrir ici une centrale à charbon à Saint-Avold, en Allemagne de rouvrir une mine de charbon à Lusenra, et donc de prendre des décisions qui sont complètement contradictoires avec
ce que nous devrions faire et qui effectivement nous amène à reculer alors que nous devrions avancer bien davantage. Et je crois effectivement que ces chocs sont une manière pour nous de parvenir à croire ce que nous savons. Et je crois que le problème aujourd'hui, c'est que nous ne parvenons pas à croire ce que nous savons pourtant. Et quelque part, ça nous transforme en êtres profondément irrationnels. Et donc oui, c'est le constat auquel j'arrive aussi, c'est que hélas, il nous faut ces chocs pour que notre savoir devienne aussi une forme de croyance. La super nouvelle, c'est qu'on va en prendre plein la figure des chocs. Ça, c'est une très bonne nouvelle, c'est que les chocs extérieurs, notamment ceux liés au changement climatique, vont se multiplier au cours des années à venir. Et que nous sommes littéralement rattrapés par la réalité. Une autre question, je crois qu'il y avait un monsieur qui était là qui voulait le micro. De la même manière, on aurait pu mentionner aussi, je rajoute un élément, de la manière qu'il nous faut les événements extrêmes de l'été 2022 pour que la question de l'adaptation soit enfin discutée et devienne un objet de politique publique. Oui, j'aurais voulu vous demander, vous poser la question suivante. Vos propos d'influenceurs très objectifs que vous nous tenez ce soir, les avez-vous tenus devant nos plus hautes autorités politiques françaises? Et deuxièmement, j'aurais voulu cette deuxième question. Le gouvernement à l'heure actuelle établit sa stratégie nationale bas carbone, qui doit être révisée. Par rapport à ce que vos propos de ce soir, comment un citoyen kidam peut influencer une autorité gouvernementale à travers, par exemple, sa révision actuelle de sa stratégie nationale bas carbone, alors que dans le même temps, notre Parlement français vient de voter une accélération de l'implantation du nucléaire, sans aucun débat. Merci pour votre réponse, pour vos réponses. Il m'arrive évidemment d'avoir quelques contacts avec des dirigeants politiques. J'ai rencontré 2 fois Emmanuel Macron lors de réunions qu'il avait convoquées à l'Élysée où il avait invité plusieurs scientifiques. Des réunions assez longues d'ailleurs qui avaient duré facilement 2 ou 3 heures. Christophe Béchu m'a fait savoir qu'il avait beaucoup aimé mon livre, ce qui m'inquiète un petit peu. Et donc effectivement, quelque part, ce sont des choses qu'on peut dire aux dirigeants. Mais ce qui me frappe, c'est leur très grande impuissance. Le fait qu'on est aujourd'hui face à quelque chose qui, en fait, leur échappe un peu d'une certaine manière. Et que, j'ai envie de dire, ce n'est peut-être plus là que le cœur de la décision se prend. Il me semble aujourd'hui que le cœur de la décision se prend plutôt chez des dirigeants économiques, chez des dirigeants d'entreprise, dans leur stratégie d'entreprise, davantage qu'au niveau des hautes autorités de l'État. Bien sûr, l'État reste important parce qu'il peut fixer un cadre législatif, un cadre fiscal, mais ce qui va vraiment être les grandes orientations de l'économie, en fait, ça échappe largement aux politiques. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas du tout en train d'essayer de dire que le politique n'a aucune responsabilité ou ne peut rien faire, et clairement, il y a toute une série de responsabilités que le politique ne tient pas. Et c'est la raison aussi pour laquelle je pense qu'ils vont, quelque part, s'échiner à faire passer des sortes de réformes symboliques. Et la réforme des retraites, quoi qu'on pense de la réforme des retraites, est très symbolique de la manière dont on s'évertue à la faire passer comme telle, comme pour affirmer une certaine forme de pouvoir sur les choses, alors qu'on se rend compte qu'on ne l'a plus vraiment. Et que de toute façon, d'ici 4 ou 5 ans, il faudra faire une autre loi, une autre réforme des retraites, parce qu'on est sur quelque chose qui, en fait, nous échappe un peu déjà. Et donc, par rapport à cela, je pense que ce qu'on peut faire en tant que citoyen, c'est pas juste une question d'interpellation ou d'influence sur les politiques, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi sur les décideurs économiques ou sur les collectivités. Les collectivités ont un immense rôle
dans la transition énergétique par la commande publique. Et en fait, dans le cahier des charges de ce que les collectivités vont commander comme grands travaux d'infrastructure, etc., il y a énormément de choses qui peuvent passer par là. Et je pense que toute une série de voies d'action qui sont très efficaces, ce n'est pas forcément celles auxquelles on pense le plus immédiatement. Je pense que le plus grand levier d'action des collectivités, c'est la commande publique, c'est les cahiers des charges. Le plus grand levier qu'on puisse avoir en tant que citoyen, c'est via notre épargne, et notamment en poussant les sociétés de banque et d'assurance à changer complètement la direction de leurs investissements. Et donc moi, aujourd'hui, je réponds encore volontiers aux sollicitations des dirigeants politiques, et donc je vais volontiers rencontrer ministres ou députés par politesse, mais je sais bien que c'est plus là que ça se passe. La cible, l'université du MEDEF 2023. Ah, mais c'est clairement à l'université du MEDEF que je pense qu'on a une beaucoup plus grande capacité d'influence et qu'on va effectivement rencontrer toute une série de dirigeants qui vont sincèrement, eux, écouter et mettre en action. Et je peux très clairement montrer, et je veux dire, je ne vais pas citer des noms, etc., mais il y a toute une série, effectivement, de grands industriels ou de patrons, effectivement, qui écoutent encore aujourd'hui les scientifiques, qui comprennent que c'est potentiellement dans l'intérêt de leur entreprise et qui vont faire des changements parfois assez radicaux. Si je peux, une petite réflexion pour bien connaître ces dirigeants économiques, qui doit être à peu près la même chose chez les politiques, mais il me semble que ces gens-là ont des enfants. Et je pense que c'est vraiment un dirigeant, un grand dirigeant, vous l'avez sur ses enfants. Et beaucoup de dirigeants économiques le reconnaissent d'ailleurs très volontiers, en disant c'est une question qui ne me préoccupait pas, mais mes enfants ou mes petits-enfants m'ont fait prendre conscience que c'est une question d'intérêt vital aussi pour mon entreprise. Je crois que les politiques en ont aussi. Mais... Une autre question ? Des enfants, j'entends. Oui, mais le problème, c'est que les politiques ont aussi des électeurs. Effectivement. Et que parfois, moi, ce qui me frappe, c'est que nous attendons énormément de choses de nos gouvernements sans toujours leur donner un mandat pour agir. Prenons Emmanuel Macron, qui effectivement, dont l'action en matière de changement climatique aujourd'hui est insuffisante de son propre aveu. Et ce n'est pas une critique adressée au gouvernement, il reconnaît lui-même que l'action du gouvernement français est insuffisante et que le compte n'y est pas. Mais on ne peut pas dire qu'on lui a donné mandat pour agir lors de son élection. On ne peut pas dire qu'il a joué son élection sur la question du changement climatique. Si je prends une des dernières grandes démocraties à avoir fait son élection présidentielle, le Brésil, alors on s'est félicité en tant que démocrate que Lula ait été élu, mais on oublie très facilement que 49%, c'est-à-dire quasiment la moitié des électeurs brésiliens, ont voté pour un candidat dont le programme était ouvertement climaticide et qui proposait délibérément, c'était un des axes centraux de son programme, d'accentuer le changement climatique. Et donc, il ne faut pas non plus, je pense, rejeter toute la faute sur les dirigeants politiques en oubliant que dans une démocratie, nous sommes un peu comptables de l'action de nos dirigeants politiques parce que c'est nous qui les élisons. Alors, j'ai une petite alerte. Donc, en fait, voilà, on va prendre encore une question, ou peut-être deux, si elles sont courtes, puisque j'aimerais qu'on conclue la conférence avec une intervention d'un tout dernier invité qui va vous présenter un sujet important. Donc, est-ce que vous avez encore une question ? Je vois rien, oui. Je vois un grand noir, moi. Ici, Voilà. une question courte. Voilà. Quand on regarde les efforts à réaliser, on s'aperçoit que la marche est haute, on pourrait même parler d'une falaise. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des possibilités de compensation par le marché carbone notamment. Et j'aurais voulu avoir votre avis, notamment pour les entreprises et aussi les collectivités, et peut-être même de votre part des préconisations en la matière. Effectivement. 2 points, je vais essayer de faire une réponse assez courte. Aujourd'hui, effectivement, la marche est haute, vous parlez un peu d'une falaise, et je crois que si elle nous apparaît encore comme une falaise, c'est parce qu'on n'a pas encore véritablement dessiné et décidé l'échelle qui nous permettait de grimper cette falaise. Et moi, je suis un peu inquiet parfois d'un sentiment de défaitisme qui gagne la population en se disant, voilà, c'est une immense falaise, c'est un énorme pic, on n'arrivera jamais à le gravir. Je pense que c'est vraiment très important qu'on parvienne à dessiner une échelle pour la falaise ou un chemin
Et tant qu'on n'a pas la trajectoire qui nous emmène à cet objectif, l'objectif nous paraît volontiers inatteignable. Et moi, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a une nécessité à dessiner cette trajectoire, notamment avec des objectifs de beaucoup plus court terme et pas uniquement ces objectifs de moyen ou de long terme, comme par exemple la neutralité carbone. Et effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'est un objectif de neutralité carbone. C'est-à-dire que toutes nos émissions soient compensées. Et toute activité humaine est génératrice d'émissions de gaz à effet de serre. Même dans une société largement décarbonée, il restera une part un peu incompressible d'émissions de gaz à effet de serre. Si on veut parvenir à la neutralité carbone, ça veut dire qu'il va falloir aller récupérer une partie de ces émissions. On peut le faire de différentes façons. On peut le faire en plantant des arbres et en menant des programmes de reforestation, puisque les arbres vont faire la photosynthèse et vont absorber une partie du CO2 de l'atmosphère. C'est aujourd'hui une politique tout à fait consensuelle. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire de la reforestation. On peut aussi capter une partie des gaz à effet de serre à la source et les stocker sous terre. C'est le captage et le stockage du carbone. C'est une technologie qui reste encore un peu controversée parce qu'elle coûte cher et parce que surtout il faut identifier des sites d'enfouissement sous terre. Mais c'est une technologie qui se développe beaucoup et qui va se développer de plus en plus à l'avenir. Et il y a une troisième technologie qui là est carrément dans le champ de la géo-ingénierie, donc de la manipulation artificielle du climat, qui consiste à fertiliser artificiellement le plancton dans l'océan pour augmenter la capacité d'absorption du carbone par l'océan. Le problème de cette technologie, c'est qu'en l'état actuel, si on va dans cette voie, ça veut dire qu'on aura un océan plein de carbone, mais sans poissons. Et donc la question, c'est est-ce qu'on est prêt à sacrifier toute la biodiversité marine pour que les océans deviennent d'énormes puits de carbone? C'est impossible en fait. Si on écoute Sea Shepherd et si on écoute si on détruit la biologie marine, on détruit on peut pas juste, c'est pas une flaque d'eau quoi. On n'a pas beaucoup parlé de biodiversité et on a volontiers tendance aujourd'hui, je pense, assez naïvement à dire ah là là, il faut considérer les questions de climat et de biodiversité ensemble parce qu'elles vont de pair et qu'il y a toute une série d'actions qui sont bonnes pour le climat et la biodiversité. Il va aussi y avoir des arbitrages très délicats à opérer entre des politiques qui sont bonnes pour le climat, mais dramatiques pour la biodiversité. Et ça va venir assez rapidement. Quand on va ouvrir des mines de lithium en Europe, par exemple, pour fabriquer des batteries électriques, c'est très important pour la décarbonation de l'économie et très clairement, ce n'est pas soutenable de continuer à piller encore le lithium en Afrique comme on le fait aujourd'hui. Mais par contre, l'ouverture d'une mine, ce n'est pas génial en termes de biodiversité, pour faire un euphémisme. Idem sur la question des barrages, qui vont se poser de plus en plus, notamment dans une série de pays émergents. Aujourd'hui, on a repris à plein régime la construction de barrages, parce que l'énergie hydroélectrique, c'est une énergie renouvelable, évidemment assez fantastique, parce qu'en plus, vous n'avez pas ce problème d'intermittence et vous pouvez piloter cette énergie et vous pouvez stocker cette énergie. Mais par contre, les barrages, c'est une catastrophe pour la biodiversité. Et donc, ces questions des arbitrages entre climat et biodiversité, et donc des arbitrages d'écologistes contre écologistes, ça va devenir très compliqué. Ça va être sympa cette séquence. Avant de clore cette intervention, on a parlé à un moment de migration. Et les sujets de migration, il est absolument lié à tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et pour finir, en fait, j'aurais voulu faire monter sur scène Clément de SOS Méditerranée qui va vous dire quelques mots. Je vous demande de l'applaudir. Vous avez vu, il y a un stand à l'extérieur. Et moi, j'allais directement sur la conclusion. Je vais dire la conclusion avant. Il va falloir que vous fassiez une halte au stand, je pense. Ils en ont besoin. Et pourquoi vous en avez besoin ? Alors d'abord, bonsoir à tous. Je vais juste faire un petit lien avec ce qui vient d'être dit. Et vous raconter une histoire, je vais être rapide, rassurez-vous, pour faire le lien entre les personnes qu'on accueille sur notre bateau,
l'Ocean Viking et le dérèglement climatique. Cette histoire, c'est en Gambie. On a beaucoup de Gambiens sur le bateau. Et en fait, en Gambie, vous avez un fleuve qui donne sur la mer et c'est là où se reproduisent les poissons. Et les pêcheurs gambiens avaient l'habitude de pêcher dans les eaux territoriales gambiennes. Et au-delà des eaux territoriales, là, il y a des grands bateaux chinois qui sont arrivés, donc 5 bateaux chinois, des énormes usines, et qui ont commencé à pêcher le poisson qui était pêché initialement par les pêcheurs gambiens. Et donc, ils ont complètement vidé la mer. Et ce qui est assez cocasse dans cette histoire, c'est que ces poissons qui sont pêchés par les gros bateaux chinois, d'une, privent de ressources, aussi ressources financières, les pêcheurs gambiens, mais également ces poissons-là sont ramenés dans des usines qui se trouvent en Gambie pour faire de la poudre de poisson. Et cette poudre de poisson est ensuite envoyée où ça, en Europe et aux États-Unis pour nourrir qui? Eh bien, les bouches des Européens. Donc, on fait le lien aussi entre le dérèglement climatique, ce système qui est complètement déconnant, et avec eh bien, ces migrations qu'on dit migration économique, migration climatique, migration écologique, peu importe, en tout cas ça reste une migration parce que ces personnes-là ne peuvent plus vivre à cause de notre système dans leur pays. Et nous, SOS Méditerranée, eh bien, on accueille ces personnes-là. Alors SOS Méditerranée, je vous donne un chiffre, c'est toujours un chiffre que je donne aux conférences et je l'actualise. À ce jour, on est à 37 352 personnes. 37 352 personnes secourues depuis 2016, depuis la création de SOS Méditerranée et nos 2 bateaux, Aquarius et Ocean Viking. 37 352. J'insiste sur le chiffre parce que ce sont des individus. Et là, je fais le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure. On voit souvent la migration sous une forme de masse, des personnes qui arrivent sur un bateau et du coup, ça effraie les gens. Vous avez un exemple, c'était à l'automne dernier, quand Ocean Viking a dû débarquer à Toulon. Zemmour est arrivé, branle-bas de combat, toutes les chaînes de télé étaient là, et regardez cette masse de migrants qui arrivent. Sauf que si vous prenez ces migrants comme des individus, avec chacun leur histoire, le pêcheur gambien qui pêche et qui ne peut plus pêcher à cause de notre système, vous pouvez prendre aussi des femmes qui sont victimes d'excision, ou même, si on reste sur le climat, des pêcheurs sahéliens, des agriculteurs du Sahel qui ne peuvent plus vivre de leur agriculture. Si on prend chaque histoire, eh bien, vous séparez de cette notion de masse. Et nous, Ocean Viking, on a 3 missions: sauver, protéger, témoigner. Aujourd'hui, je fais le témoignage, mais nous essayons, nous, tous les jours, eh bien, de faire du sauvetage en mer. Ça devient de plus en plus compliqué. Et là, j'en viens à l'actualité. L'actualité qui est assez cynique, je vous l'admets, puisque depuis le début d'année, le gouvernement italien, vous n'ignorez pas que c'est un gouvernement qui est quand même pro-fasciste, a diffusé, ou même a voté, ou a fait appliquer plutôt, c'est plutôt les termes, un décret qui nous pousse à faire du sauvetage en mer, on va dire d'une autre manière. Avant, nous faisions 5 à 6 missions de sauvetage, nous remplissions le bateau, donc au moins 300 sauvetages, 300 personnes secourues, et ensuite nous essayons de trouver un port sûr, proche eh bien, du lieu de sauvetage. L'Italie a dit, bon, c'est vrai qu'on ne voulait plus vous donner de port, donc ça donnait un blocage en Europe, et l'Italie a dit, on va faire un effort, maintenant, dès que vous faites un sauvetage, même si c'est 20 personnes, vous nous le signalez et on vous donne un port. Sauf que les ports qui nous sont attribués désormais, ce sont des ports qui se situent au nord de l'Italie, qui nous poussent à faire 4 à 5 jours de mer en plus pour nous éloigner des zones de sauvetage. Il faut savoir une réalité, c'est que le sauvetage en mer dans cette zone qui est finalement un cimetière marin, c'est le pape François qui le disait. Le but, eh bien, c'est que de faire que les ONG ne soient plus sur place, sur cette zone. Nous faisons que 10% du sauvetage en mer. Le reste, c'est des bateaux qui peuvent passer.
Pour seulement 10% du sauvetage en mer, il y a un décret qui a été passé par les autorités italiennes, avec peut-être aussi la complicité de l'Europe, pour nous éloigner et nous pousser à débarquer au nord de l'Italie. Ça fait que pendant tout ce voyage où nous allons débarquer ces migrants au nord de l'Italie, il n'y a plus d'ONG sur place, et ce qui fait qu'il n'y a plus d'ONG pour aussi témoigner de ce qui se passe. On est à plus de 20 000 personnes comptabilisées qui sont morts depuis 2016, mais c'est un bilan comptable qui est très dur à réaliser, sur cette route qui est particulièrement meurtrière. Je voulais terminer sur une chose, après je peux répondre à des questions. Nous ne souhaitons pas, nous, débarquer ces personnes en Libye, parce que la Libye est un pays que l'on considère comme n'étant pas sûr, et c'est souvent ce que l'on nous dit, hein. Nos opposants nous disent, bon, vous avez qu'à les sauver et puis les ramener d'où ils viennent, c'est la Libye, c'est très bien. Sauf qu'on ne peut pas les débarquer en Libye, puisque nous avons beaucoup de rapports internationaux qui critiquent et qui dénoncent surtout la situation en Libye, avec des incarcérations forcées, des viols chez les femmes, des systèmes de rançon. Il faut savoir que la plupart des personnes que nous allons secourir ont en général fait entre 3 et 4 passages. 3 et 4 tentatives, puisqu'on a un taux d'interception en Méditerranée qui est de 80% par les autorités libyennes. 80%. C'est-à-dire que quand vous tentez de passer, vous avez 80% de risque, on va dire, d'être intercepté par les autorités libyennes. Pourquoi ? Parce que l'Europe, avec votre argent public, finalement, avec l'argent public, finance les gardes-côtes libyens pour éviter que ces migrants arrivent sur les côtes européennes. Puisque l'Europe a finalement abandonné l'idée d'empêcher l'entrée de ces migrants sur leur territoire et dit on va empêcher leur sortie du territoire libyen. Donc l'Europe finance des gardes-côtes libyens pour augmenter ces taux d'interception. Et nous ne souhaitons pas ramener ces personnes en Libye où elles ont déjà vécu suffisamment de traumatismes. SOS Méditerranée est financé à peu près à 89% par les dons privés. On a essayé d'aller vers des collectivités publiques, sauf que, petite nouvelle, il y a 2 semaines, la ville de Paris nous avait accordé une subvention de 100 000 € qui a été annulée par la Cour administrative d'appel de Nantes, puisque la Cour administrative d'appel de Nantes a considéré que notre message était un message trop politique et que la mairie ne pouvait pas nous donner de l'argent. Donc finalement, comment nous aider ? Déjà, la première aide, et ça ne coûte rien, c'est diffuser le message que je viens de vous donner, aller sur le site internet, parler de ça et dites, voilà, ce sont des individus. Arrêtez de voir ces gens comme des masses. Déjà, ça, c'est nous aider, puisque ça permet de diffuser une autre idée de la migration. Ensuite, c'est l'argent, puisque SOS Méditerranée, je ne dirais pas qu'elle est en péril, mais en tout cas en grande difficulté. Un bateau, l'année dernière, le bateau l'Ocean Viking nous coûtait entre 14 et 17 000 € par jour, puisque ce sont que des marins professionnels. Et il faut payer le pétrole. Il ne vous a pas échappé que le prix du carburant a doublé cette année, ce qui fait qu'on est passé à plus de 30 000 € par jour pour notre bateau. Et ça, c'est financé par des dons privés. Donc, diffuser le message et peut-être aussi nous donner de l'argent. Merci Clément. Merci beaucoup. Et avant que vous passiez faire un petit tour au stand de SOS Méditerranée, on a un événement qui va se dérouler le 7 avril, qui fait le lien entre l'adaptation des villes au changement climatique et le vivant. On organise un hackathon, une journée d'intelligence collective pour réfléchir aux enjeux du territoire grâce à la méthode du biomimétisme. Donc pour tous ceux qui sont normandes et qui ont entre 18 et 30 ans, on vous invite vivement à participer pour tenter de passer à l'action. Et vous avez d'ailleurs des affiches aux sorties de la salle. Vous pouvez scanner le QR code pour en savoir un peu plus et vous inscrire. Donc deux appels pour finir cette conférence. Un appel de SOS Méditerranée. On vous demande vraiment, prenez le temps lorsque vous sortez. Je pense que c'est important de dire aussi que SOS Méditerranée, c'est quasiment la seule ONG qui opère encore aujourd'hui des sauvetages en Méditerranée. Effectivement. Et j'aimerais conclure là-dessus. Et puis, une information que Anna vous a transmise sur le prochain événement de Moho. Donc, encore une fois, allez les voir. Prenez un peu de temps pour discuter et échanger avec eux. Merci beaucoup, François Gémen. Merci, Clément. Mais merci pour l'invitation à la discussion. Merci beaucoup.
Merci.